Bonjour, alors dans cette première vidéo sur l'introduction à la métamorphose culturelle, on va s'intéresser à la méthode utilisée pour approcher les problèmes. En général, on a comme réflexe de se précipiter sur le sujet qui nous intéresse et on ne se soucie pas trop du cadre dans lequel ce sujet prend sens. Alors que pour nous, c'est le plus important. Le plus important, c'est le contexte, c'est le sens, c'est cela qui va conditionner l'ensemble de la réflexion, des raisonnements, des questionnements et aussi la recherche de solutions qui, comme on le verra, peut être pire que les problèmes qu'on cherche à résoudre. Donc on va d'abord essayer de montrer dans quel contexte se situe cette approche systémique et puis pourquoi, selon nous, il est indispensable de développer cette approche et d'urgence. Cette approche, on le voit sur ce titre, c'est de développer par rapport à l'approche analytique et réductionniste qui caractérise la culture occidentale, de développer une vision plus globale qui prend en compte la complexité des systèmes dans lesquels nous vivons. Le terme de système est important. Nous ne vivons pas dans des collections d'individus qui formeraient les sociétés, les écosystèmes, mais dans des systèmes complexes, connectivistes, dont il va falloir essayer d'aborder l'organisation et les problèmes que nous posons à cette organisation. Alors, comme il s'agit d'un changement de paradigme, la présentation là, qui est faite va pas pouvoir être totalement linéaire, évidemment, et on va mélanger un certain nombre de concepts qui vont ensuite, je l'espère, prendre sens. Le contexte majeur qui nous intéresse, contexte qui permet de penser, qui permet de prendre des décisions, qui permet de vivre ensemble aussi, bien sûr, c'est la culture. Alors, culture, c'est polysémique, mais ici, on ne parle pas de la connaissance de l'œuvre complète de Charles Péguy. C'est une acception du terme culture, très bien, qui est tout à fait valide. Pour nous, c'est vraiment ce qui nous permet, tout ce qui nous permet notre être au monde, le vivre ensemble, qui nous permet de penser d'une manière suffisamment commune pour former des groupes. Alors, ce qui nous concerne, nous, ça va être la culture occidentale. Cette culture occidentale, elle a une caractéristique qui est essentielle, c'est qu'elle est très largement mondialisée, ce qui est une première dans l'histoire de l'humanité et ce qui est une caractéristique évidemment majeure, puisque, on va le dire tout de suite, si cette culture s'effondrait, on reviendra là-dessus très largement, c'est pas comme les effondrements qui ont déjà eu lieu dans l'histoire. Alors ici, j'ai listé 18 civilisations disparues, civilisation, culture, là on fait un peu l'amalgame des deux termes. On n'est pas dans l'optique des effondrologues, mais ça permet un peu d'introduire le sujet, puis on reviendra là-dessus ultérieurement. Chacune de ces civilisations-là, évidemment, localement, ça a été dramatique. Mais ça a eu évidemment des incidences considérables sur le devenir
de l'humanité, mais ça n'a pas remis en cause l'existence même de cette humanité, alors qu'actuellement on peut penser que la civilisation occidentale étant tellement répandue que si elle s'effondrait, eh bien il y aurait un risque majeur pour la survie de l'espèce humaine et de la nature en général. Donc ce qui va nous intéresser, c'est vraiment ce problème-là, c'est l'évolution et le devenir de la civilisation occidentale mondiale. Et cette civilisation ou culture, elle est fortement structurée actuellement par la technoscience. Et ce, à peu près, depuis le XVIIe siècle à peu près, où on a eu un tournant. Et je parle de technoscience parce qu'il est tout à fait possible de séparer la science et la technique. La science, c'est le savoir, la technique, c'est le savoir-faire, mais leur dynamique est totalement intriquée et on ne peut pas, si on regarde la façon dont évolue cette technoscience, on ne peut pas séparer la science et la technique. C'est pourquoi j'utilise ce terme de technoscience, je ne suis pas le seul évidemment. Donc on dispose, pour retracer l'évolution de cette technoscience, d'une quantité astronomique de paramètres, et c'est un problème. On a par exemple, dans cette diapositive, le PIB mondial, la consommation d'énergie, le nombre de téléphones, etc., qui sont des résultantes de cette évolution technologique, ou dans ce deuxième diapo, la concentration en CO2, la perte de forêt tropicale, la dégradation de la biosphère terrestre, j'en passe et des meilleurs. Alors on voit bien qu'il y a un petit air de famille dans tout ça, hein, mais on aimerait bien avoir un seul paramètre qui résulte directement de la totalité des produits de l'évolution technoscientifique. Alors le paramètre qu'on a choisi, eh bien, c'est la démographie, puisque cette démographie, elle est directement le produit de ce qu'on appelle, entre guillemets, le progrès technologique, que nous on va appeler l'évolution technoscientifique. Là, on a une courbe qui retrace la démographie mondiale depuis le néolithique, et ce jusqu'en 1989. C'est important, 1989. Pourquoi ? Parce qu'après, la courbe démographique n'a plus cette régularité-là, et ça a un certain nombre de conséquences sur lesquelles peut-être on reviendra. À droite, on a une autre courbe ici qui représente la dynamique de ces populations. Alors, je n'utilise pas les termes scientifiques correspondants, j'utilise des termes du langage courant de façon à me faire comprendre, hein. Donc, on représente la dynamique de ces populations, c'est-à-dire le taux de croissance démographique, c'est-à-dire aussi la vitesse de croissance, hein. Et on voit les deux courbes sont exponentielles. Et une exponentielle, ça veut dire que pendant très longtemps, on voit ici, c'est un temps qu'on pourrait faire remonter encore avant, hein. La courbe, elle est presque horizontale, avec évidemment des variations. Si on les regarde à la loupe, il s'est passé beaucoup de choses. Mais en fait, sur l'évolution, ça compte pas beaucoup. On voit ça ici avec la grande flèche rouge par rapport à cette toute petite flèche ici qui marque à peu près le 17e, là. Parce que c'est à partir de là que vraiment l'évolution a changé. Et donc cette phase finale, là, elle se déroule en un clin d'œil. La courbe est presque verticale. Donc, la première remarque, qui n'étonnera personne, mais qu'il faut énoncer, eh bien, c'est que si on continue un tout petit peu, eh bien, on va à l'infini.
Et on ne peut pas aller à l'infini dans un monde fini. Bon, ça c'est quand même évident, mais ça a des conséquences. Ça veut dire que le processus culturel qui engendre cette évolution, il s'achève nécessairement. Alors, il y a des gens qui parlent de courbes logistiques pour la population mondiale. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ça ne tient pas à la route, ça demande des hypothèses qui ne sont pas tenables. Donc on est bien à la fin de la culture occidentale telle qu'elle est. Ce n'est pas la fin du monde, en tout cas pas nécessairement. Et c'est bien ce cadre-là, celle de la fin d'une civilisation, d'une culture, qui forme le cadre dans lequel il faut développer nos réflexions. Et en anticipant un petit peu sur ce qui va suivre, c'est bien la réussite de la métamorphose culturelle, c'est-à-dire la fin de cette culture et qui se métamorphose en une ou d'autres, au pluriel, cultures nouvelles. C'est bien cette réussite de cette métamorphose en cours qui constitue le sujet majeur, dominant et structurant de l'ensemble de nos activités. Ou alors on a loupé le coche. Donc avant de nous engager dans cette métamorphose culturelle, on va s'arrêter un peu sur notre courbe démographique, témoin de notre évolution technoscientifique et culturelle. Alors on pourrait dire vraiment énormément de choses sur cette courbe démographique, mais bon, on va juste s'arrêter sur un point qui nous concerne directement et qui nous servira ultérieurement pour décrire des aspects fondamentaux de la dynamique des systèmes. On le voit dans la partie presque stable ici de la courbe de l'évolution. On voit une encoche très profonde faite par la peste noire au Moyen-Âge. Alors, on va grossir un petit peu cette catastrophe démographique. On a une épidémie qui ravage les populations et on pourrait s'attendre, comme je l'ai mis ici, à ce qu'après la chute démographique, on reparte du point où on était précédemment, et puis que l'évolution recommence. Or, pas du tout. Ce qui se passe, c'est bien qu'on a un rebond et on retrouve ici notre courbe exactement comme s'il ne s'était rien passé, numériquement bien entendu. Là, on a le taux de croissance de la population française après la guerre de 40. Donc on a ici un taux de croissance qui est presque vertical, c'est extraordinaire, et qui en quelques années, en 15 ans, une quinzaine d'années, va réparer la population. C'est le baby-boom. Pour la peste noire, il avait fallu, il me semble, un siècle et demi ou peut-être plus, parce qu'on était dans des dynamiques de population qui étaient très basses. Là, en 40, on est dans des dynamiques, on se souvient de la courbe de croissance, on est dans des dynamiques très fortes et donc en une quinzaine d'années, on a numériquement retrouvé les chiffres de population qui auraient été sans la guerre. Ça, c'est notre baby-boom bien connu. Mais on a ça aussi dans toutes les guerres, jusqu'à présent en tout cas, les grandes épidémies, etc. On a le système se répare. Alors ça met en avant une propriété qui est absolument fondamentale des systèmes complexes naturels dans lesquels nous vivons, qu'il s'agisse encore une fois des sociétés ou des écosystèmes. Cette propriété fondamentale, c'est la résilience. La résilience, c'est cette capacité à retrouver
l'évolution qui aurait été celle sans la perturbation. Alors, cette résilience, elle est en général énorme. Ce qui fait qu'on a pu croire qu'elle était infinie. Bien sûr, rien n'est infini. Et la résilience des systèmes naturels n'est pas infinie. Et ça fait partie aussi de la problématique du monde moderne. Mais par contre, cette résilience, elle a une caractéristique qui concerne mais carrément nos activités, nous, de protecteurs de la nature, entre guillemets, protecteurs de la nature. Hein. Bon, c'est plutôt la nature qui nous protège, hein, mais bon. Alors, effectivement, si on veut, comme on le fait d'habitude, corriger directement un effet négatif qui est produit par la dynamique du système, par cette évolution hein, technoscientifique. C'est-à-dire, en gros, si on veut trouver une solution à un problème, comme on a l'habitude de le faire, eh bien, on ne fait qu'une encoche dans l'évolution du système. On a sauvegardé notre zone humide, mais on n'a pas changé l'évolution globale du système. Ça fait 50 ans, plus de 50 ans, que FNE et les autres associations ou groupements s'acharnent à sauver les zones humides, empêcher un aménagement nocif, appuyer telle ou telle mesure entre guillemets correctrice. On n'a rien modifié de l'effondrement de la biodiversité, de l'évolution du climat, pour ne parler que de ces événements majeurs. Au niveau politique, on en est à la COP 42 760 et ça change strictement à rien. Alors, ça ne veut surtout pas dire qu'il faut arrêter ce qu'on fait. Encore une fois, il faut éviter le manichéisme et le simplisme. On est obligé de faire des choses, y compris des choses contradictoires en même temps, parce qu'on est dans une période un peu perturbée. Bon, mais ça ne sert à rien de continuer à faire ce que nous faisons, c'est-à-dire de nous intéresser directement à des problèmes que nous voyons, si on ne s'occupe pas en même temps de l'organisation des systèmes qui conduisent à produire ces situations catastrophiques. Il n'y aura pas de solution au changement climatique avec les éoliennes, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Voilà. Mais il faut aussi faire autre chose. Donc voilà, on a brossé à très grands traits le contexte de nos préoccupations, de notre réflexion. Ça permet d'introduire la nécessité d'une approche systémique et puis aussi d'une évaluation globale, on en parlera peut-être. À ce stade, il y a 3 questions qui vont se poser. Bon, si le système culturel s'arrête, c'est quand? C'est tout de même une question importante. La deuxième question, si le système s'effondre, pourquoi se fatiguer hein? Il vaudrait mieux aller faire son jardin ou jouer aux billes, enfin ce qu'on veut. Et puis, même si on insiste, alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait Puisque les solutions ne peuvent être construites dans les termes qui génèrent les problèmes et que ces termes viennent de notre culture, alors comment fait-on? Bon, on va prendre 5 minutes pour répondre à tout ça. Première question, si le système culturel s'arrête, c'est quand? Bon. Donc, on peut répondre à ça. On a affaire à des processus de type exponentiel. Donc, quand on est dans la partie qui est quasi-verticale,
dans le monde réel, eh bien, la fin du processus est très proche. Donc ici, manifestement, ça se compte en années ou en mois. En fait, quand on connaît un peu la question, c'est déjà commencé. J'ai fondé le GIET avec un philosophe qui s'appelait François Meyer. Il était très préoccupé par ces dynamiques évolutives. Il en avait parlé avec un grand mathématicien qui était le père de la deuxième cybernétique, c'est Hein von Förster. Deuxième cybernétique qui a été une des racines de la théorie des systèmes, donc on est un peu dans notre, même tout à fait dans notre thématique. Et Hein von Förster a été très impressionné par ce que lui disait François Meyer, et il s'est dit, on va calculer l'équation de l'évolution démographique, et à ce moment-là, on saura à quelle date le système culturel ne peut pas aller. Ce sera une limite. Ça ne veut pas dire que quelque chose se passe à cette date-là, ça veut dire que certainement, on ne peut pas aller plus loin que la date à laquelle le système est à l'infini. Bon, je reformule un petit peu ces propos, mais en gros, c'est ça. Et le résultat, il a été publié dans un magazine scientifique qui s'appelle Science en 1960. 1960. Bon. Alors, quel résultat? 2026, plus ou moins 5,5 ans. Il y a d'autres évaluations qui ont été faites avec d'autres méthodes, on retombe toujours maintenant à peu près là-dessus. On aurait pu prendre en compte ce résultat en 1960, on se serait peut-être évité quelques gros déboires. Enfin bref, on voit qu'on est déjà dans la fourchette, et de fait, comme je vous l'ai dit, on a des signes tout à fait clairs de cette mise en route de la métamorphose culturelle, du changement de culture. Alors, ça suffit avec l'histoire des générations futures, mania. C'est maintenant. C'est maintenant que tout se joue, et c'est maintenant que les conséquences arrivent. Nous sommes déjà concernés, et bien sûr, les décisions qui sont prises ont un impact majeur et décisif. Voilà pour la première question. La deuxième question, si le système culturel s'effondre, pourquoi se fatiguer? C'est vrai, hein, c'est fatigant de se fatiguer, alors à quoi bon? Il faut que ça en vaille la peine, il faut qu'il y ait une issue. Et là encore, on va se référer à François Meyer, avec cette courbe de l'évolution de l'index de Leroi-Gourhan, qui représente la capacité, l'habileté avec laquelle nos ancêtres taillaient le silex. Donc là aussi, il y aurait énormément à dire sur cette courbe, mais on va se contenter de nous placer ici, juste au sommet de ce qui est, une fois de plus, une exponentielle. Et notre Cro-Magnon qui est là-haut, assis sur sa butte et qui contemple sa feuille de laurier, par exemple, qui est une merveille technique. Et il se dit, là, je lègue une fabuleuse technique aux générations futures. Le problème, c'est que les générations futures par rapport à lui, ne taillent plus le silex. Ils coulent le bronze. C'est-à-dire qu'ils font quelque chose de radicalement différent qui n'est pas une amélioration de la technologie dominante. Point important, la technique du bronze, elle a débuté sans trop de bruit avant la fin de la taille du silex. Donc si on est un effondrologue et qu'on regarde cette courbe, on se dit que c'est la fin du monde. Et bien sûr que non. Tout à fait comme actuellement, c'est la fin d'un monde
Alors, sauf qu'effectivement, actuellement, ce n'est pas la fin d'une technique structurante, hein, c'est la fin d'une culture. Et ça, c'est quand même une autre histoire. Évidemment, il est clair que si on loupe la marche, eh bien, oui, ce sera la fin du monde. Mais bon, ben, on peut le montrer. Les cultures suivantes sont déjà en marche. Comme l'était ici la technique du bronze, hein, qui commençait à émerger, alors même que la taille du silex se poursuivait. Mais il faut bien comprendre, ce n'est pas une transition, c'est pas la même courbe qui change de forme, c'est une autre courbe évolutive qui prend naissance, ou d'autres au pluriel, on ne va pas le répéter à chaque fois. Il y a une rupture qui n'est pas totale, et c'est pourquoi qu'on a choisi le terme de métamorphose culturelle, puisque dans une métamorphose, on part de quelque chose qui est très structuré. Il y a une période un peu compliquée, hein, et quelque chose d'autre émerge, mais il y a une continuité en même temps. Alors l'expression, elle vient d'Edgar Morin, et c'est avec son accord que nous l'utilisons, puisqu'il est le parrain du programme de métamorphose culturelle du GIET. Alors ce qu'on voit déjà, c'est que oui, c'est un enjeu absolument énorme, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que c'est pas la fin du monde. Et en plus, c'est fantastiquement passionnant. Et ça, on y reviendra peut-être. Mais c'est essentiel. On a la nécessité de mettre en commun tout ce qu'on a de meilleur. Et ceci parce que c'est vital. Et donc, on peut le faire. Sinon, on a la flemme. Donc voilà pour la deuxième question. On passe à la troisième. Troisième question. Même si on insiste, alors comment faire? Alors l'enjeu, ça consiste plus, j'espère qu'on a compris, à trouver des solutions à des problèmes. Sinon, on génère de nouveaux problèmes. On a une salariée à la FRAPNA qui a trouvé ce slogan qui est assez parlant, qui est de dire que les solutions d'hier sont les problèmes d'aujourd'hui et les solutions d'aujourd'hui sont les problèmes de demain. Car si on construit des solutions dans les termes mêmes du paradigme qui génère les problèmes, on génère d'autres problèmes qui sont du même ordre. Et on n'en finit pas. Donc on est clairement sûr que la recherche de solutions à des problèmes, même si on est obligé de le faire en pratique, encore une fois, ce n'est pas une voie intéressante et ce n'est pas ce qui nous permettra de ne pas louper la marche de la métamorphose culturelle. Alors qu'est-ce qu'on propose? Ce que propose le GIET, c'est pas d'imaginer une ou des cultures alternatives, de se projeter dans l'avenir et de regarder des civilisations désirables comme on a un peu tendance à le faire. Parce que là, on va retomber dans la problématique problème-solution, question-réponse, etc. Et on rate le changement culturel. Il s'agit, pour arriver à ce changement culturel, disons le favoriser, parce que de toute façon, il est en route. Nous, notre objectif, c'est qu'il se passe bien. La méthode que nous proposons, c'est de déconstruire les a priori de la culture occidentale mondialisée et délétère pour aider à l'émergence en douceur, c'est-à-dire, on le verra, sans violence, d'une ou des autres cultures qui donc émergent à partir des activités humaines, activités au sens large. On voit bien que c'est une démarche qui est radicalement en rupture avec les habitudes. On ne vise pas directement un but explicite, on déconstruit le contexte qui le génère, et ceci sans imposer ni même proposer aucun mode d'être futur. Par contre, on peut participer à cette émergence, on peut l'accompagner, et c'est bien ce qu'on a appelé la métamorphose culturelle par la démocratie réelle,
puisque personne ne décide pour personne ni ne représente personne. Il s'agit de favoriser une émergence qui n'a pas de lien direct avec les problématiques que nous pouvons vivre. C'est vraiment radicalement différent des méthodes traditionnelles. Alors, et qui sont valides dans un système qui est stable, mais le système n'est plus stable. Donc tout ça nous conduit à une notion capitale qui est celle d'a priori culturel. Il y a deux notions capitales qui viennent d'être évoquées, les a priori culturels et ensuite l'émergence. J'en rajouterai une troisième qui est la récursivité, puisqu'en fait on parlera, et on va le voir, d'émergence récursive, qui est aussi une caractéristique majeure des systèmes naturels, des systèmes complexes naturels. Alors on va voir ces a priori culturels, et je vous présente là une suite de caractères. Et je demande, si je rajoute un caractère au bout de cette chaîne, ce sera quoi ? Question extrêmement difficile. Ben oui, la réponse attendue est A. Bon, en philosophie, on appelle ça une induction par répétition d'instance. Il est clair que quelqu'un qui ne serait pas capable de répondre à une question comme ça ne pourrait pas faire grand-chose dans la vie, il serait recalé à tous ses examens et il aurait du mal même à survivre en dehors de ça. Pourtant, j'ai pas précisé dans quel sens ça se lisait. Ça, c'est un a priori culturel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est déjà là, qu'on ne voit pas, et qui, dans ce cas-là, permet de communiquer et de porter des jugements sans avoir à réécrire toute l'histoire de l'humanité. C'est un préalable qu'on a en commun, et on ne le voit pas. C'est aussi quelque chose qui, à l'intérieur d'une même culture, fonde une communauté. Évidemment, ça ne suffit pas à fonder une communauté, mais ça y participe largement. Il est aussi condition de jugement. Si on pose la question à quelqu'un qui lit de droite à gauche, et qu'il reste dans sa culture, il va répondre B. Et pour nous, c'est vraiment un imbécile, il n'est même pas capable de répondre à une question aussi simple. On peut même aller plus loin. Après tout, si l'individu interrogé est un informaticien, pas qu'il soit français, belge ou arabe, il pourra répondre que le caractère suivant est un espace. Parce que pour lui, informaticien, c'est un caractère comme un autre, code ASCII 32, et donc tout à fait logique. Et en plus, ça marche dans les deux sens. Je n'ai pas spécifié non plus que le caractère suivant était A ou B, etc., etc. En fait, on peut en rajouter pas mal. Et on se rend compte que ces a priori culturels sont beaucoup plus complexes qu'on ne l'imagine, même si ici j'ai pris quelque chose de simplissime. On voit bien que sans ces a priori culturels, qu'on ne dénonce pas, il s'agit de les mettre à jour, encore une fois, il n'y aurait guère de possibilité de communiquer ni de juger. Mais cette communication et ces jugements, elle est pour une culture. Même si on peut avoir des choses qui sont communes, évidemment, d'une culture à l'autre. Alors, il ne faut pas non plus négliger le rôle dans la cohésion sociale de ces a priori culturels, et aussi dans le maintien du paradigme dominant ou de la culture dominante. Donc, vous voyez qu'on est dans des choses qui sont très fondamentales et tout à fait essentielles. Bon, j'ai pris là un exemple extrêmement simple pour introduire le concept, mais il y a des a priori qui sont beaucoup plus complexes. Un de ces a priori qui est tout à fait fondamental concerne ce qu'on a dit être structurant de la culture occidentale, c'est-à-dire la technoscience. Ce qui va caractériser cette technoscience, entre autres, mais vraiment très fondamentalement, c'est la méthode analytique qui s'affirme explicitement au XVIIe siècle avec Descartes, entre autres,
Et ici, on a une citation qui est extraite du discours de la méthode. Lorsqu'on a un problème à résoudre, il convient de réduire la difficulté en décomposant un tout en ses éléments constituants les plus simples. C'est un puzzle, comme le montre le petit schéma, et ceci implique qu'on accepte l'idée que le tout est la somme des parties. Donc en gros, comme le monde est d'une immense complexité, pour le comprendre, eh bien, on va en isoler des petits morceaux pour les étudier et s'en servir. Le problème, c'est que les objets, alors quand je dis objet, je parle au sens de sujet-objet, hein, ça peut être un être vivant, ça peut être moi, peu importe. C'est cette relation duale fondamentale aussi dans la culture occidentale. Donc, les objets, ça peut être un être vivant, sont constitués par les liens qui les concernent. Ce ne sont pas des objets qui ont des liens. L'objet est constitué par les liens qui les concernent. Et ils sont constitués aussi, bon, on le verra peut-être si on a le temps, mais ça m'étonnerait, par l'organisation et l'histoire des systèmes complexes qu'ils constituent et qui les constituent. On est dans un système, comme on le verra, hautement récursif. Donc, eh ben non, le tout n'est pas la somme des parties, c'est pas une découverte, mais néanmoins, on trouve encore des scientifiques pour affirmer, à ma grande surprise, que c'est comme ça. Et en tout cas, implicitement, même pour les gens qui pensent que effectivement non, le tout n'est pas la somme des parties, eh bien implicitement, c'est quelque chose qu'on doit admettre pour faire des sciences, la plupart, disons, les sciences qui sont très majoritaires actuellement. Comme le tout n'est pas la somme des parties, quand on isole un objet ou un événement comme ces petits morceaux de puzzle, eh bien on en modifie la nature. Là, je vais faire un énorme raccourci, c'est juste pour annoncer d'autres développements qu'on aura peut-être l'occasion, en tout cas je l'espère, d'aborder. Quand on se sert de tels objets qui sont modifiés dans leur nature même, parce qu'on les a extraits du tout dans lequel ils existent, eh bien on introduit de l'aléatoire dans un système organisé. Donc si on introduit un peu d'aléatoire, ok, on a vu, les systèmes complexes naturels sont extrêmement résilients. Il est même possible que ce soit utilisable pour l'évolution cohérente des systèmes. C'est une question qui est intéressante. Mais si on introduit beaucoup d'aléatoire dans un système organisé, que cet aléatoire n'est pas historicisé en plus, eh bien on désorganise le système, c'est bien ce que nous vivons actuellement. Et ça, c'est la vraie cause de la désorganisation du système. Le reste, ce sont des façons d'exprimer ces relations fondamentales. Là, déjà, on va remarquer qu'une différence de quantité, ça peut devenir une différence qualitative. Un peu de hasard dans un système organisé, a priori, c'est pas grave. Beaucoup de hasard, ça peut être catastrophique. Prendre 1 gramme sur la tête ou prendre 1 tonne sur la tête, c'est pas la même chose en plus important. C'est autre chose, ça mobilise de nouveaux liens, c'est un autre phénomène. Donc là aussi, on ne peut pas se baser sur la résilience antérieure des systèmes complexes naturels pour dire que, eh bien, on ne fait qu'augmenter ce qu'on faisait avant. Il faut bien se rappeler l'allure de la courbe évolutive de la technoscience. C'est une exponentielle. On est à la partie finale, presque verticale. Ça n'a plus rien à voir avec le passé. On a toujours fait ça n'est absolument plus recevable dans aucun domaine. On a toujours pêché, on a toujours chassé, on s'est toujours battu avec son voisin. Poubelle, tout ça, on oublie. Hein. Donc, là encore, le réflexe binaire habituel, ça nous amènerait à dire la technoscience contemporaine, elle est massivement analytique, elle génère des problèmes fondamentaux, existentiels,
Donc, on jette. Ça, c'est par exemple l'attitude de Theodor Kaczynski, dite Unabomber, qui est décédé d'ailleurs très récemment, puisque c'est en juin 2023, qui faisait des attentats contre les laboratoires ou des personnalités liées à la technologie de 78 à 96. Donc, et ce type de positionnement existe encore chez quelques militants. Et là, le danger, ce serait que, effectivement, ça devienne un courant substantiel. Parce que pour nous, en tout cas, et sans rentrer dans les détails, il ne s'agit pas du tout de rejeter la technoscience. Il s'agit plutôt de l'inscrire dans un contexte éthique et systémique qui lui redonne du sens. Et ceci aussi bien pour ce qui concerne les objectifs, les méthodes et les usages. Et donc ceci par la déconstruction des a priori qui les structurent. Encore une fois, le monde est complexe et il n'est pas bon de vouloir le simplifier de manière analytique, même quand on s'intéresse à la technoscience elle-même. À ce stade, on fait un petit point. La civilisation occidentale, structurée par la technoscience, elle évolue actuellement à une vitesse absolument considérable, jamais vécue dans l'histoire de l'humanité. Et cette vitesse d'évolution, elle pose par elle-même des problèmes de stabilité des systèmes écologiques et systèmes sociétaux. On y reviendra. Et on est en train de passer, comme le montre la flèche bleue ici, ça c'est une représentation complètement fictive, bien sûr. On est en train de passer d'une culture à une autre. Et cette métamorphose, elle a déjà commencé, encore une fois. On peut retrouver tout à fait les traces de cette évolution qui a commencé même il y a pas mal de temps. Le problème, encore une fois, mais j'insiste, mais c'est fondamental, c'est quelque chose qui n'a jamais été expérimenté à ce point. On a eu la révolution néolithique, mais ça s'est étalé sur un millier d'années au moins, et ça n'avait pas l'ampleur que ça. N'oubliez pas qu'on est sur des exponentielles. Ce qui n'a jamais été expérimenté, c'est la réussite de ce passage brutal entre une culture qui s'effrite déjà à autre chose qui n'est pas encore stabilisée. On a donc, vous voyez, l'idée de la métamorphose, on est dans cette phase où tout se dissout un peu, ça a l'air d'être complètement chaotique, et alors que effectivement on évolue vers autre chose d'organiser. Un papillon, c'est pas mal par rapport à une chenille, bon, voilà. Mais c'est le passage de tous les risques. Et le risque majeur, évidemment, c'est celui de l'émergence d'une violence disruptive, puis réactionnelle. Alors, on a déjà fait une petite vidéo là-dessus qu'on a fait avec la FRAPNA, qui traite de ces questions, qui introduit ces idées-là. On a appelé ça la grande épopée. La grande épopée parce que c'est une aventure fantastique, mais avec des risques majeurs. Alors évidemment, bon, ce risque-là, il a de quoi inquiéter, et on a beaucoup de jeunes qui s'effrayent de ce qu'ils considèrent comme leur manque d'avenir. En même temps, si on a compris les modalités d'émergence de cette violence-là, c'est très facile de l'éviter. On sait qu'on va être poussé par le système à être à une violence absolument gratuite et horrible. Mais si je le sais, je peux dire « Ah, je ressens cette impulsion, je sais d'où elle vient, je refuse d'y aller ». C'est donc la chose la plus facile à éviter. Le tout est que suffisamment de gens comprennent. Suffisamment de gens, ça ne veut pas dire tout le monde.
L'autre caractéristique de cette période, qui encore une fois, c'est maintenant, c'est la période actuelle, c'est que si effectivement on prévient cette violence, qui est le risque qui est associé à cette double flèche bleue là, eh bien si on arrive à la prévenir, c'est la plus fantastique, la plus enthousiasmante et la plus passionnante phase de toute l'histoire de l'humanité. On est obligé de mettre ensemble tout soin de meilleur. On est obligé. C'est génial. Et puis, ça permet bien de suivre une évolution imprédictible et de s'émerveiller de ces développements. Alors, on a vu que pour faciliter cette métamorphose, nous, on propose de déconstruire les a priori qui font que nous pensons et nous agissons comme nous le faisons, et ce notamment, il faut contextualiser la technoscience, analytique, réductionniste et anthropocentrée, je dis bien, non pas de la rejeter, je le rappelle, mais bien de la contextualiser, et de lui fournir ainsi qu'à la décision politique, lui fournir un cadre éthique adapté à la situation moderne. Donc, on va maintenant dire quelques mots de ce cadre éthique, et puis on finira avec une mise en scène de l'émergence récursive. On a dit qu'on se mettait dans un cadre général éthique. Donc je me mets dans un cadre général éthique. À ses origines, bien l'être humain, il est toujours d'ailleurs, il est pas très très bien doté pour survivre seul dans un milieu naturel. Il a un odorat qui est pas génial, une vue moyenne, une audition pas terrible, il court, bref quoi. Il se fait bouffer en un rien de temps. Il a donc besoin, en tant qu'individu, d'une organisation en société. En société au pluriel. Société, ça va être la famille, la tribu, la nation, le club de pétanque, plein de sociétés auxquelles il appartient. Toujours pareil qu'il constitue et qui le constitue. Alors, ces sociétés-là, ce sont des systèmes complexes naturels qui ont leur propre organisation, leur propre évolution, leur propre histoire. L'historicité, ça on n'aura pas le temps d'en parler là, mais c'est quelque chose de vraiment essentiel et totalement négligé dans les préoccupations et dans la décision politique. Dans la décision tout court, dans la décision scientifique aussi. On en a un exemple extraordinaire avec l'attitude face aux nouvelles biotechnologies, les OGM, qui est une rupture d'historicité majeure et alors le problème, c'est que notre être humain, tout seul, brut, là, natif, naïf, il n'est pas du tout fait pour être sociable. Pour être cohérent avec les sociétés auxquelles il doit, je souligne, il doit appartenir, sinon il disparaît, son comportement doit être contraint, c'est-à-dire limité, orienté, reconstruit en fonction de l'intérêt général de chacun des groupes. Cet intérêt général, c'est la pérennité des sociétés concernées et donc de l'espèce humaine. Cette contrainte culturelle, c'est l'éthique dont nous parlons, et on voit bien que cette éthique induit une hiérarchie des valeurs.
En gros, la cohésion des sociétés prime sur l'intérêt individuel immédiat, puisque si les sociétés n'existent pas, l'individu non plus. Donc la condition d'existence sont les sociétés et l'intérêt général domine l'intérêt particulier. Ça n'étonnera personne, mais il faut le dire. Alors, bon, tous ceux qui ont un comportement antisocial, eh bien, ils se font pendre, décapiter, hacher menu, bref, on les élimine. Quelquefois d'une façon moins drastique, mais on les... Voilà. Ensuite, cette éthique c'est une émergence historique. Personne ne l'a écrite a priori. Hein. C'est une émergence historique au cours d'une auto-organisation systémique. Et elle se décline ensuite en principes moraux. Hein. Par exemple, bon, tu ne tueras point. Ce qui n'est pas évident, tu ne tueras point, ça a des conséquences psychologiques extrêmement importantes et ça fait de nous, comme dirait Papa Freud, des névrosés. Nous sommes tous névrosés. Mais c'est bien, hein. Enfin, moi je trouve. Ensuite, bon, c'est décliné également en principes religieux, et puis en loi, en règlement, etc. Il y a toute une gradation de systèmes qui obligent en quelque sorte l'individu à être en conformité avec la dynamique des sociétés auxquelles il appartient. Alors on va revenir sur notre éthique fondée sur l'intérêt général, parce que c'est fondamental encore une fois actuellement. Je dis beaucoup fondamental, parce qu'il y a beaucoup de fondamentaux qui sont en jeu. Depuis le début de l'humanité, et probablement avant, parce que l'éthique, ça existe aussi dans le règne animal, à mon sens, mais bon, on va rester à l'humanité. L'éthique, elle est sociale ou sociétale. C'est-à-dire que l'intérêt général, c'est la stabilité des sociétés. Et puis, implicitement, et même quelquefois explicitement d'ailleurs, on considère que la nature a une résilience infinie, par conséquent, on n'a pas besoin de s'en soucier. Dans certaines expressions culturelles occidentales, la nature elle a même été créée pour l'être humain. L'être humain qui se trouve être de droit dans la nature. Donc il n'y a pas besoin de s'en occuper. Puis bon, vers le milieu du XXe siècle, ça devient absolument évident que non, la nature n'a pas cette résilience infinie et qu'on commence à la mettre en péril. La puissance des moyens techniques développés ont des effets qui ne peuvent plus être tenus comme négligeables. À moins d'être, c'est-à-dire élu de la nation en gros, quoi. Bon. À partir de ce constat, et à condition qu'il soit fait, bien entendu, l'éthique sociale traditionnelle devient complètement inadéquate. Pas complètement, elle devient inadéquate, c'est insuffisante. L'intérêt général qui va assurer la possibilité de vie pour les individus, elle doit à ce moment-là prendre en compte toujours la compatibilité des comportements avec les sociétés. Mais aussi la compatibilité des comportements des individus et des sociétés avec les écosystèmes, qui sont eux aussi des systèmes complexes naturels, qui ont leur propre organisation, etc. Et dont nous dépendons totalement. Donc on retrouve la hiérarchie des valeurs, c'est-à-dire que les sociétés ne peuvent exister que dans des écosystèmes qui leur sont compatibles. Alors on voit bien que là, du coup, l'éthique change.
Ce n'est plus comme depuis Mathusalem une éthique sociale ou sociétale seule, c'est une éthique sociale et sociétale, et de la nature, il n'y a pas de terme encore, puisque ce n'est pas quelque chose qui est en vogue. Mais c'est quelque chose qui... Mais c'est un changement d'une profondeur gigantesque. Et ce changement gigantesque, ça implique aussi un bouleversement de la hiérarchie des valeurs. Tout comme autrefois la stabilité des sociétés s'imposait aux individus, ici la stabilité des écosystèmes s'impose aux sociétés et aux individus. Vous voyez ce que ça change au niveau de la hiérarchie des valeurs et donc des bases même de la décision. Décision politique, mais pas seulement. Bon, je vais reprendre un exemple dans le domaine des biotechnologies parce que c'est un peu un truc qui m'occupe beaucoup. Et puis on en parle pas mal en ce moment. Si on arrivait à produire un maïs génétiquement modifié, résistant à la sécheresse, ce qui est, bon, disons-le, impossible, hein. C'est complètement idiot, mais ça va rien. On va admettre que c'est possible et qu'on on peut produire cet être vivant. Ça apparaît comme bon a priori. On se dit ça va dans à la durabilité, comme dirait la Commission européenne, c'est effroyable le niveau de réflexion de ces gens-là. Et du coup, c'est validant pour la technologie. Et ceci dans le cadre d'une éthique sociale traditionnelle et une science analytique réductionniste. Mais c'est plus bon du tout a priori. Ça peut l'être, mais pas a priori. Hein, ça suffit pas, je veux dire. C'est pas bon a priori dans une éthique nouvelle comme celle dont on vient de parler. Éthique de la nature, on va l'appeler comme ça. Bon. Il faudrait, pour accepter cette innovation, de montrer qu'elle n'interfère pas avec l'organisation des systèmes qui nous concernent, les écosystèmes, mais aussi les sociétés considérées en tant que systèmes et non plus comme des collections d'individus ou de groupes. C'est important, cette nouvelle éthique impose aussi une considération autre, une construction autre des objets auxquels on a affaire. Donc on voit bien ici le besoin d'une évaluation globale ou systémique pour lequel je plaide depuis une trentaine d'années dans une indifférence assez générale. Pour comprendre l'importance que représente ce changement d'éthique, on va prendre l'exemple non plus d'un maïs tolérant en stress hydrique, mais on va prendre celui d'un nouveau médicament efficace sur une maladie grave ou mortelle. Là, ça devient plus tangent, hein, plus compliqué. Hein. C'est là qu'on voit la force de l'inertie culturelle. J'ai introduit la notion de la nécessité d'une évaluation systémique et plus seulement analytique, qui représente effectivement une rupture conceptuelle. Rupture conceptuelle, ça veut dire que ça ne va pas être facile. Mais ici, encore une fois, même dans ce cas qui paraît évident dans notre culture, eh bien, non. Ce gain individuel, voire sociétal, si on considère la société comme une collection d'individus, eh bien, ça ne suffit pas à justifier le produit en question. Le problème, c'est
c'est plus de chercher à prévoir ce que va produire telle innovation, mais c'est plutôt de chercher à savoir si une perturbation, c'est-à-dire une nouveauté, va pouvoir altérer l'organisation du ou des systèmes complexes considérés. En gros, on veut apprécier le degré de danger potentiel de nos actes sans chercher à savoir de quelle manière ce danger se manifesterait, parce que ça, c'est pas possible. On est dans des systèmes complexes, beaucoup trop complexes pour notre petite tête, même pour une grosse tête, et donc on abandonne cette idée-là. On sort complètement de l'analytique. Mais on veut savoir si on interfère avec ce qui est essentiel, ce qui est important même. Pour l'organisation des systèmes, si on touche à ça, il y a un truc qui s'appelle le principe de précaution. C'est ça, en fait. En gros, on a cette beaucoup trop fameuse balance bénéfice-risque. Je demande d'avoir l'objet quand même un jour. Hein. Alors, ça nécessite d'abord, si on veut comparer le risque et le bénéfice, il faudrait que le risque et le bénéfice soient comparables. Un bénéfice qui est un bénéfice pour l'individu, mais pas pour la société, ou pour l'individu et la société, encore une fois, dans sa conception traditionnelle, et les écosystèmes, on ne peut pas mettre en balance quelque chose qui est jugé traditionnellement bon pour l'individu ou les sociétés, avec un risque qui touche à ce qui nous permet de vivre en tant qu'espèce. Ceci n'est pas comparable. Or, ces balances bénéfice-risque ne tiennent pas compte du contexte. Alors, j'ai fait une petite vidéo aussi d'introduction à la nécessité d'une évaluation globale qui est sur le site de FNE. Donc ça vient un peu en complément. Il y a des redites, mais ça n'a pas d'importance. Bon, j'ai déjà été très long. J'aimerais terminer par la notion d'émergence récursive qui va un peu rétroéclairer tout ce qui a été dit avant et de comprendre l'évolution actuelle de la société et puis les problèmes, la façon dont les problèmes se posent. Et notamment de mieux voir l'émergence prévisible mais évitable d'une violence généralisée gratuite qui commence déjà à s'exprimer. Avant ça, je fais une autre petite vidéo sur l'organisation des systèmes complexes, naturels, connectivistes. C'est vraiment du basique, mais bon. Ceux qui sont pressés vont directement à la deuxième vidéo de la métamorphose culturelle, qui va parler de ce qui est vraiment le fondement même de la dynamique des systèmes naturels complexes, c'est-à-dire l'émergence récursive. À bientôt.